As-tu déjà entendu parler du business de la pauvreté? De tous ces organismes-là qui se nourrissent et vivent du fait qu'il y ait encore des gens sur la planète qui ont du mal à s'en sortir. Peut-être que quand je parle de ça, tu penses forcément à des entreprises. Eh bien, figure-toi qu'ici, je veux te parler des ONG et des associations. Quand je suis arrivé en France, l'une des premières images que j'ai vues du noir qui était présentée aux Français m'est apparue dans une station de métro. Il y avait affiché sur des murs, sur plusieurs stations d'ailleurs d'affilée, de grandes affiches présentant un enfant assis dans un contexte sale, boueux, un enfant noir, avec des mouches autour du visage, rachitique, tendant la main et avec une phrase qui disait qu'il fallait contribuer pour aider l'Afrique. Il fallait contribuer à résorber la misère dans le monde. Et c'était une association qui avait mis ce type d'affiche-là. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup d'associations et d'ONG ne cessent de placarder ce genre d'images en Occident, montrant ainsi que c'était ça la réalité de l'Afrique. Ça m'a toujours choqué parce que je me suis dit, mais de quelle Afrique il parle en fait? Moi qui suis né, qui ai grandi en Afrique, qui ai voyagé en Afrique dans beaucoup d'endroits, mais ce type de situation-là, je ne les rencontre pas au quotidien. Attention, je ne dis pas que ce type d'enfant peut ne pas exister, mais c'est tellement rare et ça existe probablement à un endroit là où il y a de la guerre que ça ne représente pas du tout la réalité de l'Afrique. Et pourtant, les gens se servent de ces moyens-là pour pouvoir communiquer et donc collecter de l'argent. Mais en réalité, comme Fatou Diom l'a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle n'a pas besoin de générosité, elle a besoin qu'on la respecte. Dans cette vidéo, je me propose de m'attaquer à un gros mensonge. Je me propose de m'attaquer à la mafia cachée derrière la fausse générosité que l'on peut apporter en Afrique. Parce que cette vidéo va clairement t'ouvrir les yeux sur le réel rôle de certaines ONG, de certaines associations qui viennent en Afrique déguisées en bergers, mais qui se comportent comme de véritables loups. Ta vision et ta perspective du monde va certainement être changée après cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche et ainsi, tu seras informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter le meilleur contenu possible. Et puis, ça va aussi te permettre de pouvoir participer à nos émissions en direct comme celle que nous faisons ce soir à 19 h avec des invités avec lesquels nous décortiquons en réalité les problématiques du continent et voyons comment apporter des solutions pour pouvoir nous-mêmes redevenir maîtres de notre destin. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit pour t'aider à réussir dans les affaires. Et puis si tu veux voir tout ce que l'on fait comme travail, comme formation et comme activité, je t'invite à aller sur notre site investiraupais.com. Alors je vais demander toute ton attention pour ce qui va suivre parce que je vais te donner pas mal de données et je veux vraiment que tu suives attentivement pour bien comprendre qui fait quoi dans toute l'histoire que je vais te raconter. Si tu te souviens bien, il y a de cela quelques jours, nos amis scientifiques français à la télévision ont créé un tollé général en parlant d'une histoire de test de vaccin en Afrique pour le BCG. Mais attention, souvenez-vous bien que l'un des professeurs a dit au cours de cette intervention qu'en réalité, faisons pour ce cas-ci comme on l'a déjà fait. Et beaucoup de gens semblent avoir ignoré ça, comme on l'a déjà fait pour le cas du sida. Que s'est-il donc passé quand ils sont venus pour faire ce type de test-là en Afrique, notamment par rapport au sida? Je veux vraiment que tu écoutes ce que je vais te dire maintenant parce que tu vas comprendre qu'en fait, tu ne connaissais peut-être jusqu'à présent que le sommet de l'iceberg. Tout ce qui se cachait en dessous, tu n'en avais pas connaissance. Et ça, c'est clairement beaucoup plus grave. Et le pire, c'est que ça continue d'agir aujourd'hui, au vu et au su de tout le monde. Et le pire, parfois même avec nos propres applaudissements. Alors pour revenir dans les faits, en 2004, il y a une étude qui est menée au Cameroun sur 400 prostituées. Je précise que cette étude-là n'est pas menée qu'au Cameroun. Elle est menée dans 3 pays en Afrique subsaharienne, au Cameroun, au Ghana et au Nigeria. Mais prenons le cas du Cameroun parce que c'est de là qu'il y a eu la polémique. Donc au Cameroun, tu as ces 400 prostituées dans la ville de Douala et l'étude a pour but de recueillir des femmes qui ont en moyenne 3 rapports minimum par jour avec 3 partenaires différents. Donc ici, là, clairement, elles se sont orientées vers des prostituées. Donc déjà, pour mener une étude, on va faire des personnes
plutôt fragiles, qui sont obligés bien souvent de se servir de leur corps pour pouvoir vivre dans un contexte économique extrêmement difficile. Donc c'est vers cette catégorie de la population-là que l'on décide d'aller tester des produits. Et donc on prend donc ces femmes-là et on les embarque dans cette étude-là. L'étude consiste donc à tester un antirétroviraux, le Viread, qui lui-même est produit par un laboratoire américain, Gilead. Mais toute cette affaire est mise à nu par le REDS, le Réseau éthique des droits du sida, qui est une ONG camerounaise. Cette ONG-là va apprendre qu'une telle étude va avoir lieu à Douala et donc va décider de commencer à investiguer. Elle va se rapprocher du CHP, Cameroon Health Programme, qui est en charge de mener cette étude-là sur le terrain, en leur demandant « Est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition, s'il vous plaît, les protocoles de test et ce que vous comptez faire concrètement pour quel type de résultat ?» Ce à quoi le CHP va leur donner une fin de non-recevoir. Nous n'avons rien à foutre de vous, messieurs. Et donc, bien évidemment, le REDS, comme beaucoup d'organisations locales, se voit méprisé par les ONG étatiques. Qu'est-ce que le REDS donc décide de faire? Simplement ce que beaucoup d'acteurs locaux font, ils décident d'en appeler à l'Occident parce qu'ils savent que dès qu'ils vont faire venir des Occidentaux dans ce dossier-là, les locaux qui les négligeaient vont devoir donner des informations et c'est ce qui va se passer. Le REDS décide donc de faire appel à l'association anti-sida ACT UP, basée à Paris. Association qui écoute ce sujet-là et se sent vraiment intéressée. L'association décide de venir au Cameroun et en partenariat avec le REDS, décide de mener une enquête sur place pour comprendre ce qui se passe. Mais maintenant que c'est une association française qui contacte le CHP pour pouvoir avoir les infos sur le test, comme par magie, le CHP met à disposition toutes les infos et même accepte de pouvoir répondre aux questions directement qui leur sont posées, transmettre tous les documents et donc maintenant, bien évidemment, face à tous ces documents-là, les deux associations décortiquent les documents et se trouvent juste face à quelque chose d'hallucinant. La première chose, c'est qu'on apprend que l'étude est commandée par une ONG américaine, FHI, Family Health International. Et que dans le cadre de cette étude-là, notre association CHP camerounaise va percevoir 800 000 $. En plus des 800 000 $, ils vont percevoir, bien évidemment, suffisamment de comprimés Gilead qui vont être distribués gratuitement aux filles. Le but, c'est que les filles prennent ces pilules-là et puis qu'elles aient des rapports sexuels derrière parce que c'est supposé se comporter comme un vaccin. Et donc, bien évidemment, voilà l'information que beaucoup de filles vont comprendre. Beaucoup d'entre elles ne vont pas signer réellement un consentement libre et éclairé parce que libre peut-être, mais éclairé certainement pas. Un reportage de France 2 venu au Cameroun a démontré que beaucoup des filles qui avaient accepté de faire cet examen-là, du moins participer à ce test-là, croyaient que le produit qu'elles prenaient les protégeait du VIH. Ce qui est très différent. Si je sais que j'ai un produit qui me protège du VIH, alors je peux à la limite aller avec tous les hommes que je veux sans me protéger parce que je sais que je prends une pilule qui va me protéger. Le consentement n'était donc pas éclairé. On découvre que les filles, en contrepartie de leur participation au test, vont percevoir 4 € par mois, 3 500 francs par mois. C'est incroyable. Elles vont prendre ces cachets-là, elles vont aller avoir des rapports sexuels et elles vont percevoir en contrepartie 4 € par mois. 4 € par mois. Je veux bien que tu entendes ça. Voilà ce que le CHP décide de donner à chacune des participantes pour le test. Et en contrepartie, on leur propose de leur faire un bilan de santé tous les mois. En réalité, ce bilan-là, bien évidemment, il contribue à simplement alimenter l'étude en résultats. Mais le plus grave dans tout ça, c'est ce que les associations vont découvrir dans les textes, c'est qu'il est prévu que si elles tombent malades, elles ne seront pas prises en charge. Elles devront se débrouiller par elles-mêmes. Ce qui est très bizarre quand on sait que l'entreprise qui est derrière ce test-là, c'est une entreprise qui crée des produits pour traiter le VIH. Donc, cette entreprise, non seulement elle a des comprimés avec lesquels elle peut soigner les personnes, mais elle refuse de le faire. Est-ce que tu penses qu'une telle situation aurait pu se produire en Europe? Est-ce que tu penses qu'un tel test aurait pu se dérouler dans ces conditions-là en Occident? Bien sûr que non. Mais dans nos États, tout est possible. Si tu as suivi les précédentes vidéos dans lesquelles je t'expliquais comment les essais cliniques sont faits, alors tu sais qu'il y a une assurance qui est donnée pour tous les patients qui suivent des essais cliniques et une assurance qui dure sur 10 ans.
10 ans pendant lesquels le malade est protégé. De telle sorte que s'il a des effets secondaires, même 8 ou 9 ans après avoir terminé le test, il peut se retourner contre le laboratoire qui a ordonné le test et derrière recevoir des contreparties. Dans ce cas de figure, les filles n'ont rien du tout. Il est dit dans le texte que si elles tombent malades, elles devront payer par elles-mêmes leur traitement. Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un a bien compris ce genre de choses et a signé? Bien sûr que non. Sachant que la plupart du temps, les filles qui se livrent à ce type d'activité dans nos pays sont les filles qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'aller très loin dans leurs études et donc clairement ne savent pas forcément bien déchiffrer tout ce qui peut être écrit dans un contrat. Mais tout ce que je viens de te dire là, c'est ça qui est la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, je te demande de prendre, non pas de la hauteur comme on a l'habitude de le dire, mais de prendre de la profondeur pour aller voir ce qui se passe en dessous. Je me suis intéressé un peu au Virette pour savoir mais combien il coûte cet anti-rétroviraux. Et sur Internet, tu vas voir qu'une boîte de 240 grammes coûte 225 € avec 30 gélules. 225 €, donc 155 000 francs CFA, une boîte de Viréad avec 30 comprimés. C'est un produit phare du laboratoire Gilead et qui marche super bien. En réalité, c'est un produit qui a déjà rapporté aujourd'hui plusieurs milliards de dollars à ce laboratoire-là. Mais comme ça ne suffit pas, comme on est dans un système capitaliste et qu'il faut chercher à gagner davantage, ce que notre cher laboratoire Gilead a décidé, c'était de tester le Viréad maintenant comme un vaccin et de voir si, en réalité, il ne pouvait pas là avoir en ce produit-là la pépite qui allait leur faire juste exploser tous les chiffres, quoi. Et donc, voilà comment est-ce que tout est parti. C'est que le laboratoire américain Gilead décide donc de tester un produit qui est déjà utilisé aujourd'hui pour pouvoir soigner les patients atteints de VIH en complément d'autres produits, tu sais, les fameux antirétroviraux, je sais pas, la trithérapie, quelque chose comme ça, qui en réalité n'a jamais guéri personne. Et donc, ils décident de prendre ce produit-là pour aller essayer maintenant d'en faire un vaccin. Imagine combien gagnerait un laboratoire qui a trouvé un vaccin contre le VIH. Imagine combien ce laboratoire-là peut gagner. Je te précise bien évidemment que ces produits-là sont des produits qui sont entièrement pris en charge par les États. Ça veut dire que quand quelqu'un a du sida, que ce soit en France, aux États-Unis ou même en Afrique, il ne paie rien. Qui paie? C'est l'État qui paie. Et donc voilà comment est-ce que ces laboratoires-là, à coup de vaccination, ramènent dans nos produits ramènent dans nos pays des produits qui sont payés par les États. Mais où prend l'argent? Où est-ce que l'État prend l'argent? Si ce n'est en prélevant les impôts des citoyens. Donc en fait, indirectement, c'est nous qui payons ces laboratoires-là avec nos impôts. Mais bref, revenons donc dans la profondeur et allons encore un peu plus bas. Gilead donc, si tu te souviens bien, quand je t'ai parlé de ce qui s'est passé tout à l'heure, on n'a pas entendu parler d'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le laboratoire ne soit cité nulle part? Eh bien, c'est très simple. Le laboratoire a fait part de son projet. Alors, pour financer ce projet-là, bien évidemment, notre laboratoire se tourne vers les principaux donateurs. Et on a deux personnes qui se lèvent pour pouvoir participer. Le premier, les plus généreux au monde, la fondation Gates, Bill et Melinda Gates, qui décide de mettre 6,5 millions de dollars. Le gouvernement américain décide de financer cette ONG-là, organisation non gouvernementale, à hauteur de 5,5 millions. On a donc 12 millions de dollars qui doivent être testés en Afrique auprès de notre population. Et donc, clairement, si tu remarques bien, jusqu'à présent, quand je t'ai présenté ce qui s'est passé tout à l'heure, je ne t'ai parlé ni du gouvernement américain, ni de la fondation Melinda Gates, ni de Gilead. Ces trois-là donc, pour pouvoir exécuter leur projet macabre, décident de s'appuyer sur une ONG. Oui, tu as bien compris. Ils prennent une ONG et ils disent à l'ONG, voilà le budget qu'on décide de mettre à ta disposition, 12 millions de dollars. Est-ce que tu peux nous mener une étude en Afrique pour pouvoir valider ça? Et l'ONG dit, bien sûr, je connais même 3 pays qui peuvent vous servir de cobayes. Cameroun, Ghana, Nigeria. Il y a là-bas beaucoup de choses à faire. Et donc, voilà comment est-ce que une ONG vient donc dans ces états-là pour leur dire, écoutez les amis, on a une bonne nouvelle pour vous. On sait qu'il y a du sida dans votre pays et on veut tester un vaccin. Et pour ça, on va mettre à disposition pour vous des produits d'un grand laboratoire américain qui coûte super cher, mais on va vous le mettre gratuitement à disposition pour que vous puissiez le tester sur votre population. C'est un avantage inouï qu'on donne à ces femmes-là qui aujourd'hui ont des rapports sans se protéger et pourraient tomber malades à tout moment. Donc, on va leur donner un produit qui va les protéger. Jusqu'à présent, toutes les femmes que l'on prend pour l'étude, aucune d'entre elles n'est malade, mais elle pourrait potentiellement le devenir. Donc, notre produit va servir à valider cela. Donc, tu vois que plus on descend véritablement en profondeur et plus on se rend compte que l'on rencontre des acteurs
insoupçonnés. Et malheureusement, voilà comment est constitué ce système d'aide dans le monde entier. On est là face à ce que l'on appelle du philanthrocapitalisme. Philanthropie qui met l'homme au cœur du système et capitalisme qui met l'argent au cœur du système. Et on a essayé de rassembler ces deux-là. N'as-tu pas remarqué que beaucoup de multimilliardaires décident de faire don de toute leur fortune? Bill Gates a fait ça. Warren Buffett a décidé de se séparer de toute sa fortune, de 80% de sa fortune. Donc pratiquement à l'époque, 60 millions de dollars qu'il donnait à la formation, à la fondation Gates. C'est le plus gros don de toute l'histoire de l'humanité. Mais il n'y a pas que. Mark Zuckerberg a décidé de donner 99% de ses droits dans Facebook ou dans sa fondation. Et chacun de ces gars-là, en réalité, a décidé de faire la même. Le maire de New York, Bloomberg, a fait la même chose, du moins l'ancien maire. George Lucas, le réalisateur de Star Wars, aussi a fait la même chose. Donc, beaucoup de multimilliardaires dans le monde se sont enrôlés dans cette histoire de fausse générosité. Mais comment ça marche? Quand tu vas regarder de plus près, tu te rends compte qu'en réalité, il te donne avec la main gauche et il récupère avec la main droite. Prenons le cas, par exemple, de la fondation Bill Gates, qui est aujourd'hui connue comme étant les plus généreux au monde. C'est une fondation extrêmement riche. La fondation Bill Gates, pour que tu te donnes un peu une idée, est plus riche que 45 États en Afrique sur 54. Une seule fondation. Elle est plus riche que 45 États. Quand tu as donc une fondation qui est aussi puissante, qu'est-ce que tu peux dire en face en termes de résistance? Quels sont les moyens dont tu disposes pour pouvoir discuter avec elle? Tu es rien, tu es inexistant. Ferme-la et écoute ce qu'on te demande de faire. Voilà comment est-ce qu'ils aplatissent nos États. Mais prenons un cas de figure très simple. Pour le cas du paludisme, par exemple, tu te rends compte que cette fondation-là décide d'agir pour trouver des solutions contre le vaccin pour le paludisme, par exemple, en Afrique. Et comment ils font? Pour pouvoir aider donc les pays, ils décident de mettre à disposition des moustiquaires imprégnés. Et on te dit, la fondation Bill Gates va mettre à disposition des États africains 50 millions de dollars pour pouvoir mettre des moustiquaires imprégnés. Waouh, quelle générosité! 50 millions de dollars de masques, c'est incroyable! Juste que, on se rend compte que, oui, mais apparemment, les gars ont une société qui fabrique les masques, qui fabrique les moustiquaires. Donc en fait, on dit qu'on va vous donner des moustiquaires, d'accord? Mais je prends de l'argent et je finance mon entreprise qui fait des moustiquaires et c'est cette entreprise-là qui vous livre les moustiquaires. Est-ce que je vous ai donné quelque chose? J'ai juste donné du travail à une de mes entreprises, j'ai fait sortir l'argent de la fondation et j'ai nourri mes business. Voilà un des schémas qui est appliqué. C'est-à-dire, au travers de chiffres pompeux, on ne vous donne pas de l'argent, on vous donne du matériel. Mais qui fabrique ce matériel? Tu vas voir que ce sont les entreprises de ces mêmes gars-là qui sont supposés être en train de faire de la générosité et que tout le monde acclame sur la planète. Il faut aller un peu plus loin. La fondation Gates, où est-ce qu'elle prend son argent? C'est une fondation qui est arrimée à un fonds. C'est-à-dire, ils ont créé un fonds d'investissement, d'accord? Et ce fonds-là, il prend des parts, il finance des entreprises, d'accord? Et c'est avec les dividendes qui sont issus de ce fonds-là qu'il finance la fondation. Mais quelles sont donc les entreprises que ce fonds-là finance? Tu te rends compte que ce fonds-là finance l'armement, il finance les OMG, il finance Coca-Cola, il finance juste les pires trucs sur la planète, quoi. Et c'est quand même eux qui viennent derrière dire « nous sommes les gentils ». C'est un peu comme quelqu'un... C'est juste, c'est dégueulasse, hein. C'est juste à mon avis incroyable, quoi. C'est comme si quelqu'un dit qu'il lutte contre la guerre et bien évidemment en parallèle, il finance des entreprises qui créent des armes. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et pourtant, voilà la réalité qui nous est cachée en profondeur, mais que l'on vit au quotidien. Nous acclamons des gens, nous vénérons des gens qui nourrissent un système qui nous nuit une fois de plus. Prenons les ONG. Tu n'as qu'à aller sur Internet et taper le nom de l'ONG que tu veux. Transparency International, Oxfam, toutes les grosses ONG que tu veux. Tu tapes Scandale Afrique et tu vas voir que toutes ces ONG-là ont les mains sales. Toutes ces ONG-là viennent en Afrique, abusent des populations, parfois ramènent des produits toxiques. Bref, ils viennent faire des expérimentations sur place. Il y a tellement de documentation là-dessus qui prouve que malheureusement, bien souvent, ces gars-là viennent pour nuire. Attention, je ne veux pas non plus la mettre toutes les ONG dans le même paquet. Il y a forcément certaines qui travaillent bien. Mais ça veut dire qu'avant de donner ton argent une fois de plus à la Croix-Rouge, à Oxfam, à je ne sais pas trop qui d'autre pour les soutenir, prends la peine de te renseigner. Et clairement, à mon niveau, je pense qu'il est préférable de pouvoir investir chez des Africains
qui travaillent sur le continent. C'est-à-dire, plutôt que d'aller donner de l'argent à des organisations internationales, donnons-le plutôt aux véritables acteurs qui sont locaux. Attention, comme tu as vu dans cette histoire aussi, c'est pas parce que quelqu'un est acteur local qu'il est forcément bon. Tu as des acteurs locaux qui sont même de la pire espèce possible. Et donc, ça veut dire que nous devons maintenant travailler de manière intelligente. À mon niveau, j'ai ouvert une cagnotte pour ceux et celles qui veulent pouvoir participer sur le continent à faire des actions concrètes. La cagnotte, tu trouveras le lien dans la barre de description. Elle est totalement transparente, comme tu peux le voir. Et l'usage de l'argent qui sera fait de l'argent le sera aussi. Parce que l'idée pour moi, c'est aussi d'amener une autre façon de pouvoir contribuer pour que les choses changent sur place. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la cagnotte t'attend en dessous. Mais dans tous les cas, mon point ici, c'est de te dire que l'argent dirige le monde. Si tu en avais encore le moindre doute, retiens-le bien aujourd'hui, l'argent dirige le monde. Je sais qu'il y en a certains qui ont des positions très radicales et qui pensent que avoir de l'argent c'est mauvais ou alors ce type de choses. Je terminerai juste en vous disant que l'argent c'est comme une épée. Tu peux t'en servir pour pouvoir faire à manger, tu peux t'en servir pour poignarder. L'argent est un outil en réalité. Et moi j'ai décidé de me servir de cet outil-là en créant des business pour pouvoir avoir un impact sur le continent. Je t'appelle à véritablement faire la même chose. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage nos contenus pour qu'ils aient le maximum d'impact possible. C'est déjà comme ça que tu commenceras à agir à ton niveau. À très bientôt.